Bonjour, ces lendemains d'élection nous laissent un peu beaucoup même, avec la gueule de bois. Les images reviennent. D'abord, celle d'une élection entre deux candidats que la grande majorité ne voulait pas. Et puis, l'image du vainqueur, Macron, faisant son entrée sur l'hymne européen, reléguant la Marseillaise au rang de chansonnette de fin de banquet. Les déclarations aussi. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, Fabien Roussel, du Parti communiste français, je ne sais plus vraiment qui pour le Parti socialiste, venu se féliciter de la défaite de l'extrême droite et s'inquiéter aussi pour la retraite à 65 ans, mesure phare du candidat élu, mesure du candidat qu'ils ont appelé à élire. Eh oui, qu'ils ont appelé à élire. Alors, soulagement, énervement, exaspération. Le soulagement, c'est celui de tous ceux qui ont senti le vent du boulet. Oh, ce n'est pas l'engouement pour Marine Le Pen qui les a menacés, non, mais le rejet de Macron, premier au hit-parade des présidents de la Ve République les plus détestés. L'exaspération, c'est celle de tous ceux qui ont eu le sentiment d'être pris une fois de plus en otage. Tiens, pris en otage, l'expression tombe juste cette fois-ci. Otage donc d'institutions qui les éjectent au profit des candidats du système. Et puis l'énervement, c'est celui de tous ceux qui ne veulent décidément pas voir la France réduite au rang de province touristique de l'Union européenne, conséquence du bradage de nos productions, de nos industries et de notre souveraineté. Oui, la gueule de bois pour des millions de Français. La gueule de bois. Personnellement, j'ai été à la fois énervé et exaspéré, je vous l'avoue, car sur le fond, ce qui se prépare pour la France, ce n'est pas ce que je veux pour mon pays. Alors, je veux ici reprendre tous ces éléments, non pour m'attarder sur mes états d'âme, mais pour tenter d'y voir un peu plus clair, et après tout, pour tenter d'éclairer un tableau qui, à première vue, est bien sombre. Et si les résultats électoraux étaient trompeurs? Regardons de plus près. On nous annonce Macron à 58,54% des voix. Il s'agit des suffrages exprimés. Oui, mais si on prend en compte les inscrits, c'est-à-dire l'ensemble des Français en droit de voter, son score est en réalité de 38,5%. À peine plus d'un Français sur trois a donc choisi Macron contre Le Pen. Continuons. Au premier tour, sur son nom, face à tous les autres, eh bien, il recueille en réalité 20% des inscrits, soit un Français sur 5 en droit de voter. Une conclusion imparable s'impose. Macron est ultra minoritaire. Évidemment, du point de vue institutionnel, ça, il est élu. Mais d'un point de vue politique, il est faible. Il est très faible. Cette faiblesse, son passage à Marseille dans l'entre-deux-tours, l'avait déjà illustré. Parfois les enfants avoir peur de l'avenir de la planète. En parler avec angoisse. Me dire, mais quelle vie j'aurai? Rappelez-vous, personne ou presque pour l'accueillir, pour l'écouter, sinon la claque de circonstance. Pourtant, eh bien, il est élu. Son élection marque en réalité l'absence totale d'une force remettant en cause le système, la mondialisation capitaliste, une force réelle, réellement républicaine et sociale, susceptible de s'opposer à lui. Son élection, eh bien, c'est le produit du néant. Continuons toujours. Prenons en compte tous ceux qui n'ont pas voulu de Macron, qui ont soit voté Le Pen, soit blanc, soit nul, soit se sont abstenus. C'était en fait le sens de ma dernière vidéo avant les élections. Eh bien, nous sommes le nombre. L'immense majorité, oui, nous sommes 61,47% des Français en droit de voter à avoir refusé Macron. Telle est la réalité électorale qui éclaire le caractère totalement antidémocratique de la Ve République. Nous allons être représentés par un élu qui concentrera tous les pouvoirs dans ses mains, qui imposera sa politique, mais qui ne représentera qu'un Français sur 5. Ça, eh bien, c'est la réalité. Merci la gauche, tiens, et adieu à la démocratie. Il y a un moment où il est bon de ne plus tourner autour du pot. Posons-nous la question. Qui a élu Emmanuel Macron? Mettons de côté la très faible prestation de Marie Le Pen lors du débat d'entre-deux tours, cirque traditionnel de ce genre d'élection. Difficile pour elle de faire le grand écart entre les positions de Zemmour et les aspirations des électeurs de Mélenchon. Entre la présomption de légitime défense des policiers et la condamnation des violences policières. Quelles sont les forces sociales et politiques qui ont à nouveau porté Macron au pouvoir? Au premier titre, il y a les défenseurs de privilèges, les tenants de la mondialisation. Ceux qui y trouvent avantage et ceux qui espèrent y trouver une place. Ceux qui ne voient pas d'autre avenir que ce monde désincarné, qui ont été intoxiqués à un tel point que nation, patrie et souveraineté n'ont plus de sens. Ceux-là, les friqués ou ceux qui n'aspirent qu'à le devenir, constituent le socle électoral de la Macronie. Ils se cachent parfois derrière des arguments humanistes, notamment lorsque l'adversaire est le Rassemblement national. Mais ils sont d'abord et avant tout partisans du capitalisme dont ils tirent avantage et privilèges.
Continuons. Il fallait à Macron l'appui essentiel de la bonne conscience de gauche pour parvenir à ses fins. C'est alors que nous avons assisté dès le soir du premier tour à ces ralliements en cascade qui ouvraient la voie d'une des plus grandes manipulations de la démocratie que la France a connue, d'un des plus grands matraquages électoraux jamais vus, sinon peut-être lors du référendum pour l'adoption de la Constitution européenne en 2005. Et encore, dès les premières minutes, les candidats de la gauche dite de gouvernement, qui ne recueillaient d'ailleurs que quelques miettes, ces candidats, les représentants du PC, du PS ou des Verts, les Roussel, Hidalgo ou encore Jadot, annonçaient que leur candidat du deuxième tour était leur adversaire du premier. Tous, d'une voix identique, appelaient à voter Macron. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon aussi. Ah oui, mais lui, c'était plus subtil, un peu jésuite sur les bords, comme on dit. C'est en plusieurs temps qu'il donnait ses consignes. Pas une voix pour Le Pen. À Macron et Le Pen, ce n'est surtout pas pareil. Puis les militants sauront ce qu'ils auront à faire. Ou encore, au propos de ses lieutenants, Éric Coquerel en tête, par exemple, insistant sur les efforts engagés pour battre Marine Le Pen et sur le manque d'aide apportée par Macron à la France insoumise dans cet objectif, bref, pour le faire élire en quelque sorte. Ça, c'était pour les responsables politiques. Carton plein pour Macron. Et puis, il y a eu les autres. Tenez, par exemple, Martinez et Berger, CGT et CFDT réalisant l'unité syndicale pour appeler à voter Macron. Comme deux bons soldats de la Confédération européenne, des syndicats, le bras armé de l'Union européenne dans le monde du travail. Tenez encore, la société civile, et quelle société civile? Des avocats et magistrats, signant un texte pour l'élection de Macron, les mêmes qu'on avait pu trouver particulièrement silencieux hier, lorsque les gilets jaunes étaient scandaleusement arrêtés, parfois de façon préventive, condamnés sans preuve pour la couleur du gilet qu'ils portaient. Et puis les footballeurs et autres sportifs millionnaires, appelant à voter Macron. Pour la démocratie, pardi. Vous savez, eux qui s'apprêtent à aller disputer une Coupe du Monde de football au Qatar, pays hautement démocratique, comme tout le monde le sait. Et puis il y avait les artistes, les chanteurs, les acteurs, millionnaires eux aussi, appelant à voter Macron au nom de la culture si bien traitée comme on le sait. Toutes ces belles âmes, sportifs et acteurs, tous dont le point commun le plus répandu est d'abord d'être domiciliés ailleurs, hors de France, histoire de ne pas avoir à payer leurs impôts ici. Ah, les beaux citoyens que voilà, qui nous donnent l'exemple, qui nous font la leçon. Mais cela ne suffisait pas, non. La presse a tenu une place de choix, jouant la diabolisation aussi absurde que grossière de Marine Le Pen, pour expliquer qu'avec la responsable du Rassemblement national, eh bien, d'un côté les pauvres demain mourraient, ou encore que la guerre serait un vrai danger, ou enfin pour qui n'avait pas compris que le fascisme l'emporterait, la chasse aux étrangers serait engagée, ou que le chaos, tout simplement, s'installerait. Un discours rêvé pour nos bobos des beaux quartiers ou les militants de gauche décérébrés. En fait, Macron est l'élu de la gauche, toutes tendances confondues. Et pour son poids au sein de la gauche, eh bien, il est l'élu aussi de la France insoumise, quoi qu'en disent ses responsables, qui n'osent assumer, et pour cause. Derrière le théâtre électoral, oui, où a été jouée la même pièce qu'il y a 5 ans. Derrière les déclarations raisonnables du genre « il faut prendre acte » et donc accepter en quelque sorte non seulement l'élection, mais aussi ses conséquences, il y a la réalité. D'abord, cette gigantesque manipulation dont le Rassemblement national est l'acteur principal. Ah, il est utile le Rassemblement national. Regardons bien ce qui se joue depuis maintenant 40 ans. Entre deux élections, on érige le Front National hier, le Rassemblement National aujourd'hui, comme un des acteurs centraux de la vie politique française. Puis, quand arrive l'échéance électorale, on entre en phase diabolisation. Le fascisme serait à nos portes et les tenants du capitalisme financier deviendraient les défenseurs de la démocratie, recours naturel contre la barbarie. Et puis, une fois l'élection passée, pour préparer la suivante, eh bien on regonfle le Rassemblement national. La gauche apeurée appellera à nouveau à ce fameux Front républicain qui organise sa disparition. Tout cela est pathétique, non? La ficelle est grosse, mais ça marche, alors bon, pourquoi se priver? Et au fait, si le Rassemblement national, c'est le fascisme, s'il représente le danger du totalitarisme, s'il est anti-républicain, s'il est putschiste, alors ceux qui sont au pouvoir et n'osent proposer son interdiction ne sont que ses complices, tout aussi coupables des exactions possibles dont on le soupçonne, puisqu'il laisse faire. Ou alors tout cela n'est que manœuvre. Et le Rassemblement national n'est pas plus fasciste que toute autre parti de droite qui se déclare républicain. Car à y regarder de plus près, ne voit-on pas Marine Le Pen reconnaître le verdict des urnes?
se déclarer contre l'antisémitisme et le racisme, faisant la différence entre l'islam politique et la religion, proposant des mesures qui n'ont pas grand-chose à envier à celles d'Emmanuel Macron, sinon quelques points que la gauche bien pensante a décidé de passer par pertes et profits. Tenez par exemple la retraite à 62 ans, ou encore la réintégration des soignants virés par Macron pour non-vaccination, ou le versement de leurs salaires qui ont été supprimés, le RIC ou autres engagements concernant la proportionnelle. Ces rappels soulignent à nouveau la responsabilité de la gauche, non seulement dans la réélection de Macron, mais dans les conséquences prévisibles de cette réélection. Ces accusations en fascisme sont absurdes et donnent l'occasion de rappeler quelques vérités qu'ignorent visiblement nos antifascistes d'occasion, qui jouent à la fois à se faire peur et tentent de se donner bonne conscience et surtout justifient leur position pour que rien ne change. Le fascisme est un système appelé par le capital lorsqu'il lui faut casser les organisations ouvrières, lorsqu'il lui faut terroriser les militants pour leur interdire de revendiquer. Une organisation fasciste repose d'abord sur des milices armées, chargées de faire régner l'ordre capitaliste dans la rue, dans les entreprises, dans les manifestations, dans les quartiers. Oui, mais aujourd'hui, les organisations ouvrières ne sont plus à casser. Intégrées à la Confédération européenne des syndicats, les syndicats CGT, CFDT, FO aussi, sont au pas. Et puis nul besoin de milices pour faire régner la terreur. Les manifestations de Gilets jaunes ont été marquées par des milliers de blessés, des dizaines d'énucléés ou de mutilés, sur ordre du pouvoir en place, non de Marine Le Pen, mais sur ordre d'Emmanuel Macron, qui pour l'occasion a donné les ordres de tirer sur les Français. Baptiser une politique autoritaire de droite comme celle du Rassemblement national de fascistes, à tout bout de champ, a une double conséquence. D'abord, cela interdit de parler vraiment des orientations des uns et des autres. Des premiers, puisque fasciste, ça veut tout dire. Et puis, des prétendus démocrates qui, opposés aux fascistes, n'ont pas besoin de se justifier, pardi. Ensuite, moralement, c'est une injure à tous ceux qui, dans leur vie, ont eu à subir le fascisme, à le combattre vraiment, à en payer le prix. Cette banalisation est insupportable à tout point de vue, et surtout d'ailleurs, du simple point de vue de la démocratie, qui se trouve anesthésiée, bâillonnée. L'avenir sera dur pour tout le monde. Le vote qui s'est exprimé incarne un vote de classe. D'une part donc, les tenants de la mondialisation, des privilèges, du fric accumulé, et du fric comme perspective de vie assez médiocre et étriquée, reconnaissons-le. Et puis, d'autre part, les laissés pour compte de la mondialisation, les Français délaissés, abandonnés, qui ne veulent pas crever, tout simplement. Et c'est à eux que Macron et les siens pensent pour les 5 ans à venir, comme ils disent. Voilà qui craint. Économiquement, socialement, aller au plus vite, taper plus fort, déclarait en substance Emmanuel Macron et Bruno Le Maire et quelques autres, soulagés à l'issue de ce scrutin. On aura l'occasion d'y revenir dans les mois qui viennent, oui, mais concernant l'école, concernant la santé, les services publics, en général, la feuille de route est tracée. C'est bien la destruction de l'État social, déjà engagé durant 5 ans, qui devrait être poursuivie et amplifiée. Les retraites, la protection sociale, oui, mais aussi l'emploi, les salaires, la vie chère, l'ubérisation de toute la société, la diminution ou suppression des protections sont autant de sujets inscrits sur la feuille de route macronienne. Pour se faire réélire, Emmanuel Macron a joué du quoi qu'il en coûte, distribuant un peu ici et un peu là. Et bien une fois réélu, il y a fort à parier que l'heure du remboursement et de l'austérité demandée par l'Union européenne a sonné. Cela ne manquera pas de piquant, comme on dit. On nous annonce les législatives comme prochain événement. Macron se dit serein. Dans la tradition de la Ve République, il peut l'être. Dans son entourage, des figures connues refont leur apparition. Vous avez vu peut-être les Valls, les Bayrou et quelques autres qui ne donnent pas vraiment envie. Côté opposition, Marine Le Pen, forte de sa présence au 2e tour, appelle à concrétiser. Et à gauche, eh bien Jean-Luc Mélenchon se propose de devenir Premier ministre d'une éventuelle cohabitation et trouve ainsi un sursis qui sera de courte durée pour avoir attiré son propre bilan. Pour parvenir à leur fin, devenir Premier ministre pour Mélenchon, plus sérieusement sauver ce qui peut l'être pour le PC et le PS. Des négociations sont engagées pour des candidatures d'union. Tiens au fait, ils ont appelé à voter Macron à ce titre. Ils pourraient revendiquer leur place dans la majorité présidentielle, non ? C'est pas si absurde que cela. Certains, pour sauver leur poste, y pensent déjà. Plus sérieusement, trêve de plaisanterie et de grand cirque. La situation appelle des réponses. L'issue de cette bataille électorale, la pauvreté des échanges, l'absence de souffle, comme on dit, repose clairement, sans détour, la nécessité dans notre pays d'un parti démocratique, républicain, social, permettant aux orphelins de toute représentation politique de se retrouver, de prendre leur destin en main. La page de ces élections est enfin tournée. Nous savons que la lutte des classes reprendra vite ses droits. Ce nouveau pouvoir
est à poil malgré les apparences. Il est faible socialement, faible politiquement. Il aura du mal à résister à une situation marquée par les réactions populaires aux conditions de vie, la vie chère et autres conséquences de la crise du capitalisme. Mais les mobilisations seront difficiles. Le pouvoir macronien, qui avait été surpris lors des premières manifestations de Gilets jaunes, il y a 3 ans, est maintenant prévenu. Il a déjà fait jouer la répression violente contre le peuple et est prêt à la réitérer. Mais le peuple a la force du nombre et la détermination que donnent les causes justes. Pour renverser la vapeur, il faut une perspective politique. Il faut un parti démocratique, une orientation axée sur l'essentiel, sur la République, sur la défense de notre souveraineté, sur la laïcité, sur les réalités sociales. Même si cela peut sembler osé dans la période présente, eh bien il n'est pas inutile à mon sens, quand on se place du point de vue des couches populaires, d'affirmer que l'avenir nous appartient. Voilà pour cette vidéo un peu longue pour clore l'épisode des présidentielles. Comme toujours, vous pouvez me retrouver sur le site La Sociale, où nous publions avec quelques amis articles, éditos, analyses ou encore dossiers. Vous pouvez, si vous ne l'avez déjà fait, vous abonner à ma chaîne en cliquant ici, quelque part sur l'écran. Vous abonner pour être informé directement des nouveautés. Et puis aussi, bon, je l'avoue, vous abonner en signe d'encouragement. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée, d'être mieux visionnée. Enfin, je vous rappelle la sortie de mon dernier livre, La catastrophe en marche, et les moyens de la conjurer. Malheureusement, avec les résultats électoraux, eh bien, il est plus que jamais d'actualité. Je m'en serais bien passé, je vous le garantis, mais c'est ainsi. Aussi, je vous invite à le lire, à le discuter, à engager cette discussion nécessaire pour avancer dans l'avenir. Voilà, bon, c'est terminé. Portez-vous bien et à la prochaine.